Où en étions-nous? Ah oui, petite marine, bataille de l'Angleterre et changement de stratégie. Une perception très courante de la RAF, début septembre 1940, est qu'elle était au point de rupture et a seulement été sauvée par l'arrêt des attaques sur les aérodromes britanniques. Then it attacked RAF bases, crippling the RAF's ability to defend the nation, and it looked like Hitler's Great British Invasion was coming. But then, Churchill ordered a small, pretty insignificant bombing raid over Berlin. It didn't do much damage, but Hitler was furious, and he immediately ordered the Luftwaffe to refocus its attacks on civilian targets in London. This refocusing on London also gave the RAF breathing space to reorganize, so Hitler kind of shot himself in the foot there. Just the foot for now. La réalité est plus compliquée. Dire que la Luftwaffe changea de stratégie parce qu'Hitler s'est fâché est un peu, disons, superficiel. Le bombardement de Berlin par la RAF était un facteur parmi d'autres ayant contribué à ce changement de stratégie. Ces autres facteurs incluent le fait que le haut commandement de la Wehrmacht devenait impatient que la Luftwaffe n'avait toujours pas acquis la supériorité aérienne, et le fait qu'il souffrait de lourdes pertes. Il y avait également des raisons stratégiques de soutenir ce changement. Par exemple, un des objectifs était d'augmenter le nombre d'attaques nocturnes, pour préserver le nombre de bombardiers, mettant vraiment en évidence le nombre de pertes qu'ils avaient souffert, même avant le changement. De plus, le résultat des attaques n'est pas aussi certain que pense Shepard Alpha. Selon Stephen Bungay, Hugh Dowding, dans une lettre à Hugo Trenchard, affirme que la Luftwaffe réalisa très peu dans la dernière semaine d'août et la première de septembre. Le seul sector station, ou aérodrome de secteur, à être rendu inopérationnel était Biggin Hill, et ce pour seulement 2 heures. Et seulement 2 des 13 aérodromes, fortement attaqués par les Allemands, furent inopérationnels pour plus de quelques heures. L'ex-vice-maréchal de l'air Peter Dye et l'historien Richard Overy disent que non seulement la RAF remplaçait ses pertes de chasseurs, en produisant 2 fois plus que les Allemands, mais il y avait une augmentation du 3 août au 7 septembre, allant de 1061, dont 708 en état de combat, à 1161, dont 746 en état de combat. Et en plus de ça, elle avait plus de pilotes de chasse que la Luftwaffe, 1400 contre 1100 à 1200. Certains historiens disent cependant que cette période représentait un réel danger. Dennis Richards, dans sa contribution à History of the Second World War, affirme que le manque de pilotes était le plus grand problème pour la RAF. Il dit qu'entre le 8 et le 18 août, la RAF souffra 154 pertes, ce qui inclut les tués, gravement blessés et disparus, contre seulement 63 nouveaux pilotes. Je ne pense pas que je peux contribuer grand-chose à ce débat. Je vous recommande donc de faire vos propres recherches sur le sujet. Ce qui est certain, c'est que même avec la supériorité aérienne totale au-dessus de la Manche et du sud de l'Angleterre, et comme on vient de le voir, il n'est pas certain que la Luftwaffe aurait pu atteindre cet objectif, l'invasion aurait tout de même été un échec total. Mais selon notre ami Shepard Alpha, en cas d'invasion, la Manche permettait une défense facile de la zone maritime à attaquer, qui aurait facilement été couverte par les U-boats, sans compter les cuirassés, ils n'avaient pas de cuirassés, et autres croiseurs allemands, mais ils n'avaient que 4 croiseurs. Pour vous montrer pourquoi ce que nous dit Shepard Alpha est faux, examinons d'abord ces arguments, et ensuite ce qui se passerait en cas d'invasion. Les Anglais eux-mêmes savaient et disaient ne pas pouvoir repousser un débarquement. Pour soutenir ceci, ils donnent le fameux discours de Winston Churchill du 4 juin 1940, « We shall fight on the beaches ». Cependant, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils pensent que dire « nous nous battrons sur les plages » est comme dire « nous ne pouvons pas repousser un débarquement ». Bien au contraire, ils montrent cette détermination de continuer le combat. Et je peux vous le prouver avec un extrait de ce même discours. Et je cite « J'ai moi-même une confiance absolue que si tous font leur devoir, si rien n'est négligé et que les meilleures dispositions sont prises, comme elles le sont en ce moment, que nous allons nous montrer une fois de plus capables de défendre notre île natale, de traverser la tempête de guerre et de survivre à la menace de la tyrannie, si nécessaire pendant des années, si nécessaire, seul. Sans armement lourd, sans chars, sans artillerie, sans couverture aérienne, les Anglais en auraient été réduits à une guerre de guérilla, vite inutile face à une armée allemande qui en 1940 pouvait être qualifiée de meilleure armée au monde. Ici non plus, Shepard Alpha n'arrive pas à proprement justifier son argument. Quand je lui demande « Êtes-vous sûr que le Royaume-Uni avait moins de chars et d'artillerie que les Allemands étaient en mesure de débarquer ?», la réponse est de me citer toutes les pertes britanniques à Dunkerque et de me dire qu'en 1940, les blindés anglais étaient inférieurs aux panzers allemands. En réalité, les Britanniques avaient des blindés. Combien de blindés ? 684 pour être précis. Il faut savoir que dans la première vague, les Allemands voulaient débarquer 250 panzers. Dans la seconde, ils voulaient en débarquer 2 panzerdivisions,
Mais la réalité est que les prochaines vagues n'auraient pas forcément pu débarquer. Pourquoi ? Car les Britanniques sauraient exactement où ils iront, et leur flotte entière, ou peut-être juste une partie serait suffisante, convergerait vers le point de débarquement. Et puis cet argument que les Britanniques seraient réduits à une guerre de guérilla est intéressant. Puisque fin septembre, les Britanniques avaient 16 divisions, dont 3 blindées dans le front sud, et en tout, l'armée britannique, après l'évacuation de Dunkerque, avait 1 650 000 hommes, en plus de la Home Guard, une formation paramilitaire, à 1 500 000 hommes. Les Allemands, dans la première vague, voulaient débarquer le premier échelon de 9 divisions, c'est-à-dire l'équivalent de 3 divisions, ou 60 000 hommes, ce qui était censé augmenter à 138 000 hommes après 2 jours. Par définition, une guérilla est une forme de guerre menée contre une force numériquement supérieure, alors qu'ici les Britanniques auraient l'avantage. Et puis qu'elle soit la meilleure armée ou pas, qu'elle ait les meilleurs blindés ou pas n'aurait aucune importance si la Wehrmacht ne pouvait pas amener ses soldats au front, ou si elle ne pouvait pas les ravitailler. En parlant de ravitaillement, la Manche permettait une défense facile de la zone maritime à attaquer. Il aurait été suicidaire pour les Anglais d'avoir envoyé la Royal Navy dans la Manche. Ici, Shepard Alpha nous dit que 65 sous-marins, en fait non, 45 puisque 20 attaquaient les convois en Atlantique, 10 destroyers et 4 croiseurs pourraient protéger la force d'invasion et ses ravitaillements. Il y a une raison pour l'opposition de la Kriegsmarine au plan d'invasion. La marine allemande était juste miniature. Souvenez-vous de ce que nous dit Eric Ryder. Et dire qu'envoyer la Royal Navy dans la Manche serait suicidaire n'est simplement pas vrai, et je cite Andrew Gordon. La Royal Navy aurait subi des pertes, il n'y a jamais eu de doute à ce sujet. Mais pour infliger de lourdes pertes, la Luftwaffe aurait dû découvrir des capacités qu'elle n'avait pas encore démontrées, et pour lesquelles elle devait encore s'entraîner. Au large de la Norvège, la Home Fleet avait été bombardée pendant des jours d'affilée, mais seuls 2 de ses destroyers, sur un inventaire de plus de 80, ont été coulés. Durant l'évacuation de Dunkerque, de nombreux destroyers ont été endommagés par les attaques aériennes, et pendant un certain temps, les plus précieux furent retirés, à la manière du Fighter Command de France, mais aucun des 4 coulés par la Luftwaffe n'était en eau libre, et donc ils ne pouvaient pas manœuvrer à grande vitesse en cas d'attaque fatale. Bref, la guerre n'avait jusqu'à présent fourni aucune preuve que, in extremis, la puissance aérienne, allemande ou britannique, était un obstacle majeur aux opérations navales. En 1940, les Stuka de la Luftwaffe étaient des spécialistes de l'attaque au sol de l'armée, et les compétences anti-navigation qu'ils déploieront en Méditerranée en 1941, à commencer par l'attaque du Flieger Cordis sur Illustrious en janvier, ne peuvent pas être adaptées à l'été précédent. Le but de la Royal Navy aurait été juste de bloquer le ravitaillement et les renforts allant vers la côte anglaise pour, disons, une semaine, et alors la glorieuse force d'invasion aurait été forcée de se rendre. Pour résumer, pour que l'opération Lion de mer soit un succès, il fallait qu'absolument tout aille parfaitement bien pour les Allemands. La RAF devait être neutralisée, la météo devait être splendide, la Home Fleet devait être distraite, la flotte d'invasion devait traverser la Manche sans être détectée, elle devait détruire les navires britanniques sur son passage, les troupes devaient débarquer et battre les ennemis sur la côte, et puis cette armée devait être ravitaillée par la mer, non seulement avec des renforts pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs, mais aussi avec de la nourriture, des munitions et de l'équipement comme des chars, de l'artillerie et des chevaux. Et tout ceci en devant repousser les contre-attaques britanniques, sur la terre et par la mer, par un ennemi 10 fois plus nombreux. Les débarquements amphibies ne sont pas faciles. Pensez débarquement en Normandie. Les Alliés avaient la supériorité aérienne et navale totale, ils avaient énormément d'expérience en termes de débarquement, ils avaient eu plus de 2 ans, contre 2 mois pour les Allemands, pour se préparer, et pourtant leur offensive n'était quand même pas un jeu d'enfant. La liste des raisons pourquoi l'opération Lion de mer aurait été un désastre ne semble jamais s'arrêter, mais cette vidéo doit. Pour finir, j'aimerais donc vous citer un passage sur le site du musée de la RAF, qui résume tous les problèmes avec le plan d'invasion en une seule phrase. Sans la suprématie aérienne et la maîtrise de la mer, le projet n'aurait pas pu aller de l'avant. Si les deux avaient été réalisés, il n'aurait peut-être même pas été nécessaire.